Bonjour à tous et à chacun et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision, mesdames, messieurs. Nous sommes le vendredi 1er novembre 2019. On termine la semaine en démarrant un nouveau mois, le mois de novembre. Bienvenue donc dans ce mois de novembre qui s'annonce chaotique et très fort pour le Cameroun puisque nous allons suivre de très près ce qui se passe à Ebolova ce matin. Vous savez que le MRC comptait organiser un meeting de présentation de ces nouveaux militants, lequel meeting a été interdit par un sous-préfet à Ebolova. Le motif, c'est que le RDPC devait lui également organiser un événement du même type et qu'il y a risque d'affrontement entre militants du RDPC et du MRC. C'est la raison pour laquelle ce meeting-là a été donc interdit. Mais sauf que les états-majors du MRC maintiennent ce meeting-là à Ebolova ce jour. On sent un dispositif policier très fort à Ebolova en ce moment. Nos sources sur place nous signalent de vives tensions dans la ville d'Ebolova. On va suivre de très près ce qui s'y passe dans la région du sud, mesdames, messieurs, puisque comme vous le savez, le Cameroun malheureusement est aujourd'hui engagé dans un défi fort exaltant, puisqu'il faudra désormais démontrer que la scène politique camerounaise est assainie et que les hommes politiques camerounais peuvent désormais organiser des marches, peuvent désormais faire des meetings sans être inquiétés par l'autorité administrative. C'est cela aussi le respect des droits civiques et politiques tel que consacré par le pacte civil et politique de 1966, et le Cameroun devra donc faire attention à cela puisque les États-Unis viennent de faire quelque chose de très fort, c'est d'exclure ou de suspendre le Cameroun de l'AGOA. Les avantages en termes d'abaissement des produits camerounais en termes de droits de douane d'entrée sur le sol américain. Le Cameroun qui subit ainsi cette sanction après des pays comme la Gambie, comme le Burundi, le Soudan du Sud, ou encore des pays comme la Guinée équatoriale, la RDC et d'autres encore, la Somalie, qui ont subi ces mêmes sanctions américaines. Dans le Cameroun est aujourd'hui au centre des attentions, malgré le réchauffement, comme vous le savez, récent entre le Cameroun et la France, malgré Jean-Yves Le Drian, malgré Emmanuel Macron. Le Cameroun reste, comme vous le voyez, scruté de très près par nos partenaires commerciaux sur la question des droits de l'homme. Donc, comme chaque matin, nous serons en place entre 10h et 12h, droit dans nos bottes. On ne va pas bouger le discours d'un seul iota. Nous resterons en avant-poste, en avant-garde des choses qui font bouger le Cameroun, qui peuvent faire avancer notre pays, parce que nous sommes des patriotes au sens clair d'appartenance à une nation. Alors, Monsieur Mbachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que sont devenus les ex-combattants présentés lors du grand dialogue national? On nous dit qu'ils sont aux oubliettes. Nous dit-on, les uns sont abandonnés, les autres sont à la belle étoile avec des maladies graves. On nous parle de la fille même qui serait porteuse d'une maladie très très grave, et d'autres qui porteraient des maladies comme le paludisme et la typhoïde. On va jusqu'à nous dire qu'une autorité a eu à sortir 150 000 francs CFA pour s'occuper d'elle, mais les tenir de loin. Les autres, on les a ramenés dans les camps, on va dire de DDR, où ils sont mélangés à des individus sortis de prison. Alors on s'interroge, qu'a-t-on voulu faire d'eux? Et pourquoi n'avoir pas pris la peine de les réinsérer après avoir pris la peine de les préparer psychologiquement à affronter cette société? Malheureusement, on revient au point de départ. On a avancé de 2 pas, on a reculé de 3. Le Cameroun, malheureusement, est dans ce registre-là. C'est la raison pour laquelle nous avons ce discours ce matin de sensibilisation. Pour ceux qui nous regardent et qui peuvent encore avoir une once de patriotisme, de penser qu'un pays se gouverne avec des prévisions, avec des planifications. Hein. On ne dirige pas un pays avec la navigation à vue qui est aujourd'hui le socle de
nos échecs patents sur tous les plans malheureusement. Sur le plan des droits humains, on le voit aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui tensés par des pays qui, comme vous le savez, sont aux avant-postes et qui dirigent la scène internationale. Également sur le plateau ce matin, Karine Sotia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Un incendie au centre de santé intégré de Tolé, ça c'est à Boya, est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi matin. Les autorités camerounaises taxent les sécessionnistes d'être à l'origine de ce drame. Voilà, toujours sur la crise anglophone pour dire que les choses n'ont pas beaucoup avancé malgré le grand dialogue national qui est vanté tous les jours. En tout cas, nous savons que la session parlementaire du mois de novembre devra pourquoi pas entériner quelques décisions qui verraient les lignes bouger, parce qu'on attend les lignes bouger, le statu quo est observé. On voit très bien qu'on tourne en rond, on tourne autour du pot, on n'avance pas. Depuis ce grand dialogue national, plutôt on régresse, puisque ce que nous avons comme ressenti et comme retour du terrain au nord-ouest et au sud-ouest, c'est très très inquiétant, madame, monsieur. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Ça y est, les coups sortent de toutes parts. Monsieur Jacques Bemaï, DG de Citrafer, a décidé de porter plainte contre Bolloré. Il estime que sa société a été malencontreusement écartée de cette entreprise. Mais il n'y a pas que Bolloré. Il y a Camra, c'est Bolloré et l'État du Cameroun. Pourquoi a-t-il choisi Bolloré? Puisque c'est une affaire en justice, on n'en dira pas plus. Mais il réclame jusqu'à 20 milliards de francs CFA les pertes. Merci, monsieur. Voilà. On va démarrer l'émission de ce matin, madame, monsieur, avec la première rubrique. Il s'agit de l'histoire du jour qui est contée chaque matin par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Fopoussi. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de dire quelque chose. Je ne vous refuse jamais rien. Voilà. Lorsqu'il y a eu les mouvements de colère à Saint-Mélima, on a vu les élites ressortissants de cette localité-là descendre sur le terrain et essayer de gérer la situation dans la mesure du possible. La question que je me pose, c'est pourquoi les élites de l'Ouest, jusqu'ici, face à cette situation aussi grave, restent silencieuses. Elles ne réagissent pas, elles ne parlent pas, quand on sait quelle est la stature de toutes ces élites-là. Pourquoi est-ce que vous êtes silencieux face à la détresse de vos enfants? Pourquoi? Bon, quand j'ai dit ça, maintenant je vous raconte l'histoire d'une jeune femme de 23 ans qui a connu un homme il y a 3 ans, le seul d'ailleurs. Elle s'appelle Merline et elle a connu Joël, elle avait 20 ans, aujourd'hui elle a 23 et Joël a 29 ans. Ils ont décidé de se mettre ensemble et les 9 premiers mois de leur relation, Merline et Joël vivaient chez le grand frère de Joël. Après les 9 mois, la femme de son grand frère a dit vraiment, moi je ne peux plus vous héberger ici, cherchez-vous, vous travaillez, et toi tu travailles, Merline tu touches 25 000, ton mari touche 80 000, donc vous pouvez déjà aller dans un local à vous. Sauf que ce moment-là, Joël a dit à Merline qu'il n'avait pas d'argent pour payer la location. Elle a déboursé 6 mois de loyer pour qu'il puisse déménager. Avec 25 000 francs. Oui, on suppose qu'elle a fait des économies, les femmes. Elle a payé. Vous dites les femmes. Oui, les femmes. Ça dit tout. Elles sont capables de tout. Voilà. Après l'installation chez eux, la mère de Joël s'est rapprochée de son fils et dit « Mais comment, pourquoi depuis ta femme n'accouche pas et autres, je vais vous amener chez un traitant et il va essayer de vous aider. » Ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé chez le traitant, on a demandé 70 000. Quand ils ont réussi à trouver la somme, le jour du rendez-vous, Joël dit à Merline « Vraiment, j'ai eu mon ami là qui a eu un problème, j'ai préféré lui donner l'argent parce que son problème était plus urgent. » Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont plus jamais parlé de ce sujet-là. Après, Joël s'est avéré être beaucoup plus fêtard. Il rentrait un peu tard le soir parce qu'il a dit que normalement, il finit de travailler... Avec 80 000, il est fêtard. Oui. Il finit de travailler à 15 h. Normalement, à 15 h, il doit être à la maison. Mais à partir de 22 h, il n'est toujours pas à la maison. Et Merline s'en plaint. Quand ça a commencé, elle allait voir ses beaux-parents, elle a posé le problème. Ni son beau-père, ni sa belle-mère, personne n'a rien dit. Ça a persisté, elle a décidé d'aller vivre chez eux 2 semaines.
Elle dit que pendant les 2 semaines, aucun de ses beaux-parents ne lui a posé la question de savoir pourquoi tu es ici, qu'est-ce qui se passe avec ton mari. Elle a vu que personne ne lui demandait rien. Elle a décidé d'aller faire 3 mois chez eux, chez ses parents à elle. Et elle dit qu'il ne l'a pas encore doté, ils vivent juste comme ça. Et elle n'a pas envie d'exposer ses problèmes à sa famille. Elle ne sait donc pas comment elle peut faire pour que Joël revienne à de meilleurs sentiments. Elle dit que jusqu'ici, lorsqu'elle est malade, il ne s'occupe pas d'elle. Il rationne 1000 francs par jour. C'est elle qui a acheté le frigo, les canapés, elle équipe la maison, elle lui donne de l'argent. Oui, avec 25 000. Elle travaille dans une boutique, dans une échoppe. Non, vous savez qu'elle peut avoir des avantages. Moi, je pose des questions importantes. Oui, par rapport à ce qu'elle m'a dit, elle travaille 25 000, elle travaille dans un shopping. D'accord. Dans le shopping, le vêtement peut être 5 000, elle vous taxe 15 000, vous donnez 10 000, elle donne 5 000 à la caisse et elle empoche le reste. Donc, vous voyez qu'elle a la possibilité d'avoir d'autres entrées. Donc, elle ne sait pas comment faire. Des entrées frauduleuses, bien sûr. Non, c'est pas frauduleux. C'est le marketing. Il n'y a pas de fraude là-dedans. Des entrées frauduleuses. Non. Donc, elle aimerait savoir comment faire pour... Parce qu'elle dit qu'elle aime Joël. Et elle ne sait pas comment faire pour le récupérer. Et elle veut savoir s'il y a des chances que Joël ait une autre femme, une autre relation. Lui, il a déjà un enfant et il refuse de suivre le traitement puisqu'ils sont allés à l'hôpital et il a un problème avec la qualité de son sperme. Alors, moi, sincèrement, j'ai un... Qui a un enfant? C'est Joël. Joël a déjà un enfant. Oui. Joël a un enfant. Bon, elle n'a pas encore connu la joie de l'enfantement. Oui. Elle est dans la recherche de cette joie de l'enfantement et dans le même temps, elle a d'autres problèmes parce que évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui tournent autour avec son Joël à elle. Alors, moi, je voulais juste me focaliser d'abord sur la question de leur revenu, 25 000 ici, et 80 000 là-bas. Alors, quand je dis ici, sur ce plateau, que notre pays a encore beaucoup de chemin à faire, les gens pensent que nous sommes en train de faire de la philosophie et que ce que nous disons n'a pas de fondement. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de gens là dehors qui mènent des vies misérables. Des vies misérables. Beaucoup de gens au Cameroun mènent des vies misérables. Et j'ai le sentiment que nous ne prenons pas assez conscience de la souffrance des Camerounais. Des Camerounais qui ne peuvent pas se soigner convenablement. Des Camerounais qui ne peuvent pas se nourrir convenablement. Des Camerounais qui ne peuvent pas se loger convenablement. Les besoins sociaux de base ne leur sont pas, on va dire, acquis. Et c'est un vrai problème dans un pays comme le nôtre. C'est pourquoi je tiens à ce qu'on s'apaisantisse, qu'on mette la lumière sur cette question-là, pour que ceux qui nous dirigent comprennent que le SMIC à 32 270 francs, 36 000, pardon, 36 000, le chiffre exact c'est 36 270 francs, et n'est pas conforme. C'est pas conforme. Il faut voir comment, comme ailleurs, hein, des pays voisins qui ne sont pas de grands pays, qui nous donnent la leçon. Donc il faut qu'on fasse tout pour que dans ce pays, on permette aux Camerounais d'avoir une vie quand même un tout petit peu acceptable. Après ça, revenons-en à l'histoire de ce matin. Alors bon, Bengan, visiblement, c'est une femme qui se plaint de ne pas pouvoir enfanter, tomber enceinte. On parle de la fécondité là maintenant. Qu'est-ce que vous direz? J'ai dit la première chose, et les femmes sont coutumières dans cela. Elles pensent qu'elles ont les solutions à leurs problèmes. Et quand ça bloque, elles commencent à demander où se trouve la solution. Et surtout lorsqu'elles ont raison. Et c'est ça qui bloque. En fait, ces reproches que je peux lui donner, c'est à 2 niveaux. Pourquoi est-elle partie? Ce n'est pas comme ça qu'on expérimente que l'homme t'aime. Et en plus, tu n'es pas encore entré, la famille ne l'a pas encore accueilli. Donc, elle aurait pu commencer à juger d'abord comment la famille peut l'accueillir. Maintenant, il y a le processus de viens, on reste. Ça ici, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça aussi, nous disons aux filles d'apprendre. Nous, on l'appelle le mbom. Le mbom, nous, il nous arrivait même d'aller arracher les filles. On savait qu'il y a un marigot là, à partir de 17h, les filles de tel village viennent souvent se laver. On organise, on rappe, on procède au rap. Mais quand on prend une fille, la famille est obligée d'aller signaler pour qu'il n'y ait pas de risques qui peuvent apporter des blessures et autres. Donc, ces choses-là existent. 2 jeunes qui s'aiment et comment les encadrer.
C'est ça le véritable problème. Mais eux pensent que c'est en testant les relations intimes qu'ils pourront voir s'ils peuvent vivre ensemble ou pas, mes chers amis. Ça, c'est justement, c'est quelque chose même j'allais dire, à exclure dans des relations qu'on veut rendre sérieuses et tout. C'est à exclure. On ne vient pas tester les rapports sexuels en disant que, bon, au bout de 6 mois, est-ce que ça va au bout d'un an? Vous avez quelle machine à calculer pour savoir que au bout de 3 ans, ce sera encore la même chose? Donc, vraiment, c'est à exclure. Ici, le problème, c'est la fille elle-même. La fille elle-même, l'histoire qu'elle raconte montre qu'elle est économe, elle peut épargner, elle peut. Mais avec 25 000, vous avez bien fait de poser la question. Et on a donc vu qu'en réalité, c'est une voleuse en herbe. Oui, c'est une voleuse en herbe. Imaginez un jour que le magasin où elle est, on l'attrape. Ou un cas arrive, c'est la cellule. Mais oui, mais elle veut faire, elle veut montrer que moi je n'ai que 25 000, mon mari lui, mon fiancé lui il a 80 000, il ne peut même pas. Et moi j'ai pu avancer 6 mois. Justement, cette alibi seulement permet de dire à Joël que c'est pas une bonne femme. C'est pas une bonne femme. Ce n'est pas le fait d'avoir donné ça. Un jour, c'est des femmes qui sont prêtes à faire des chantages demain. C'est pas une bonne femme. Et son attitude même d'avoir laissé pour expérimenter. Est-ce que ma belle famille n'est jamais venue? Ainsi de suite. L'autre chose qu'elle soulève comme problème, elle estime qu'après les examens médicaux, le liquide séminal ne sont pas... Mais elle dit elle-même, Joël a déjà un enfant. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut en avoir d'autres. Qu'il a une infection. Voilà, c'est à elle, tenez pas elle, à l'hôpital n'ont pas dit qu'il avait une infection. Maintenant, oui, comment vous avez un garçon qui a un enfant et vous estimez qu'il a des problèmes de fertilité ou d'infertilité? Vous ne pouvez pas le dire. Ils ne pouvaient pas. Et même sur le traitant où ils sont allés, bon, ils n'ont pas... On ne nous a pas dit que ce qu'il a vu comme examen. Mais ce que je retiens ici, c'est un conseil aux jeunes, surtout aux jeunes filles. Vous êtes tombée amoureuse d'un garçon. Vous l'aimez. À un moment donné, oubliez le garçon. Mettez-le entre parenthèses. Réobservez sa famille. Comment on intègre cette famille? La première chose à faire, c'est de signaler à vos propres parents que maman, voilà Joël. J'ai dit, maman l'observe. Maman peut vous dire, vous l'aimez à mourir. Maman peut vous dire, ma fille, cette Joël-là, il n'est pas bon pour toi. Mais comme aujourd'hui, elles ont peur de ça. Elles n'osent pas. Et elles commencent donc à prendre des petits. C'est la première règle. Donc, écoutez vos parents. Elle a la chance que ses parents vivent encore. Vous les écoutez. Et les parents vont vous aider à mieux analyser la famille qui va bientôt vous accueillir. Et vous encadrer même dans les trucs. Mais la femme du frère aîné de Joël a dit, vous sortez de la maison. Là aussi, c'est une entorse. En principe, ce n'est pas la femme de les faire sortir de la maison. Où se trouve le frère aîné de Joël? D'accord. C'est pas comme ça. Même si la femme te dit au lit, je ne veux plus, c'est toi qui dis, parce que tu as l'obligation d'accompagner ton frère cadet. D'accord. Et en l'aidant également à s'organiser sur ces 80 000, puisque les deux, apparemment, ils ont rendu public leurs revenus mensuels. Donc, vous les accompagnez à s'installer. D'accord. Karine Santia, quel est votre propos ce matin? Vraiment, l'histoire de Merline me rend triste parce qu'elle et moi, on fait presque partie de la même génération et je ne comprends pas comment les parents de nos jours au 21e siècle laissent leur fille de 20 ans être une supplicatrice de mariage, qui quémande le mariage. Elle quémande une couche pour dormir. Elle quémande une chambre pour dormir avec un homme qu'elle paye le loyer. Ça, c'est ce qui est dit dans l'histoire. Et à 23 ans, je pense qu'elle a accepté beaucoup de responsabilités qui ne dépendaient pas d'elle et qui pèsent sur elle. C'est pour cela qu'elle pense que c'est là-bas qu'on a attaché son nombril et que sans ce Joël, elle ne peut pas vivre. Vraiment, il y a une vie après la séparation. C'est même pas ton mari. Il n'est même pas ton fiancé. Même le concubinage, vous n'êtes pas dedans.
Parce que tu dis qu'il passe son temps dehors. Il est fêtard, avec 80 000 francs seulement de salaire. Il n'a même pas dit son vrai salaire à cette fille. Monsieur Fopoussi, elle est là parce qu'il sait que c'est une battante et elle est capable de tout pour rester. Mais elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a même pas besoin de ça. Elle est encore trop jeune pour passer par ce genre de situation, monsieur Fopoussi. Elle a trop accepté. Et aujourd'hui, il faut qu'on nous dise que c'est elle qui est responsable de la situation. Jamais. Elle n'est responsable de rien du tout. Ce garçon a 29 ans. Il a déjà un enfant. Il sait comment on fait. Il sait comment on prend soin d'un enfant. Il sait que ça peut arriver qu'entre-temps, il ait eu un problème de santé. Et normalement, il doit se faire soigner. Mais pourquoi elle est cool pour avoir un enfant? C'est quoi son problème à elle? Elle pense que c'est en ayant l'enfant que le gars va rester avec elle. Elle veut l'enfant pour qui? Pour lui ou pour elle? Parce que il faut qu'elle se pose aussi les bonnes questions. Parce que dans notre société aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'une femme n'a pas d'enfant, elle est taxée de ci et de ça. Mais lorsque vous avez 23 ans, on ne vous court pas après pour que vous fassiez un enfant. Vous n'avez pas d'urgence à faire un enfant. Elle veut un enfant parce qu'elle veut le garder. Et c'est ça qui est mauvais. Elle ne veut pas d'enfant pour les bonnes raisons. Elle est trop jeune pour passer son temps à croire que c'est Joël qui est son bonheur. L'homme n'est pas le bonheur de quelqu'un. Un être humain ne peut pas être ton bonheur. Tu choisis avec qui tu vas vivre. Si la personne et toi vous partagez certain nombre de choses, mais eux ils ne partagent rien. Ils ne partagent rien, sauf la chambre. Ils ne partagent rien. Ils ne se parlent même pas. Un garçon qui fait des examens avec vous, on lui dit qu'il a un problème de liquide séminal et tout ça, moi je ne comprends pas. Mais il ne suit pas le traitement, il s'en fout. Ça veut dire que vous-même, vous ne comptez que pour du beurre. Elle ne sert à rien. Elle est futile. Quand il la regarde, là, il voit le néant. C'est-à-dire que quand il a son enfant, il n'a pas d'urgence à en faire. Il n'a pas d'urgence à en faire. Encore que quand la fille quitte chez lui, elle rentre dans la famille de Joël. La famille reste là. On la regarde. Elle reste. On regarde. Monsieur Fopoussi. Vous voulez dire qu'elle est avec un égoïste? C'est toute une famille d'égoïstes. Et moi, j'en veux à sa famille parce qu'il l'abandonne dans cette situation. Et puis, si c'est chez nous, ma mère va venir là-bas te retirer. C'est le mariage de quoi, monsieur Fopoussi? C'est le mariage de quoi? Marié pour avoir chaque jour la main à la joue? Marié chaque jour pour être assise à la véranda comme une malheureuse? Comme une femme qui ne sait où aller? Marié chaque jour pour dormir la nuit seule parce que votre mari allait boire, danser, s'amuser. Et le matin, il vous rationne 1000 francs. Avec la conjoncture ici, monsieur Fopoussi. 1000 francs. Moi, je prépare ce que je vais manger. Je lève la mamie, j'accroche. Encore que quand il rentre, même il n'a même pas le temps de manger. Parce qu'il a dormi dehors. À 23 ans, une jeune fille, avec toute sa fraîcheur, sa beauté, elle laisse qu'un garçon fan. Monsieur, j'ai très mal parce que je me mets un peu à sa place. Et je vois que elle a été éduquée pour aller en mariage. Elle n'a pas été éduquée pour s'auto-assumer. Parce qu'avant tout, le mariage, ce n'est pas la fin de la vie de la femme. Parce que c'est là-bas que ça commence. Ce n'est pas la fin. C'est là-bas que ça commence. Mais si avant d'y entrer, vous n'avez pas suffisamment la tête sur les épaules, suffisamment les pieds sur terre, monsieur Fopoussi, vous serez traité comme une marginale. Elle demande de quoi? D'accord. Quoi à ce garçon? Qu'est-ce qu'il peut lui donner à elle? Entendu. Entendu, Karine. Alors, Chalamel, moi je passe à vous tout de suite, parce qu'on va rapidement faire un tour de table. Alors, vous êtes sur quelle ligne ce matin? Je suis sur 3 lignes. La première ligne, M. Eric Fopoussi, c'est que cette fille a brisé le socle de la confiance. Donc, elle porte en elle une malédiction dont il faudrait qu'elle se lave. La première malédiction, c'est qu'elle est une voleuse. Elle travaille dans une boutique où on lui fait confiance. On lui confie la caisse. On lui confie, M. Eric Fopoussi, la responsabilité de la gestion de l'entreprise. Elle choisit de son propre chef de fixer les règles, de fixer les prix, de s'auto-payer, de voler, de prélever sur le bénéfice. Alors que le patron doit assumer les charges fixes, la location, doit fournir, renflouer la caisse, donc cette fille déjà premièrement, parce qu'elle a brisé ce socle de vie, elle est déjà, c'est la première, c'est le retour. C'est ce qu'on dit au quartier, le retour, monsieur il faut poser. Le retour ne loupe pas, ça l'a pris à se développer. Le karma. Premier point. Deuxième point, on parle du nous.
Le bantou, quand il parle de mariage, parle de nous. Mais ici, on a un je qui parle à un tu. La femme, c'est le je qui s'adresse à un tu. Vous oubliez que le je est égoïste. Le je est égocentrique. Je veux un frigo. Puisque tu ne peux pas m'offrir le frigo, je paye le frigo. Je paye ma fumée. Le je, tu me donnes 1000 francs. 1000 francs, ça sert à quoi? Je rationne. Le je. Les jeunes filles d'aujourd'hui n'ont pas compris que le je tue leur mariage. Toutes les filles qui meurent dans leur foyer, qui maigrissent, qui souffrent, qui sont torturées à cause du je. Lorsque devant ton mari tu dis j'ai, eh bien puisque tu peux dire je, assume. L'homme est le chef de la famille. L'argent de la femme doit être mis au service du nous et non du je. Dans ce nous, il y a sa famille inclus. Sa famille, c'est-à-dire son ventre, comme on dit, et il y a son foyer à elle. L'argent de la femme doit être mis au service du nous, dans le cas où le mari n'a pas. Mais ce nous, c'est mon mari. Il nous faut un frigo. Tu sais combien je touche. Vraiment, j'ai fait des petites économies. Voici, tu penses qu'on pourra prendre un frigo quand l'homme ne se sent pas respecté dans un foyer, il n'y passe plus de temps. Parce que sa maison n'est pas oxygénée, monsieur. Il préfère sortir pour aller s'amuser parce qu'il sait qu'à la maison, il a laissé une hyène. Et vous savez que les hyènes se repaissent de la chair pourrie. Voilà là où on se retrouve. Donc vous avez donc une femme. Non, mais laissez-moi rire. L'image avec les hyènes, c'est magnifique. Oui, monsieur. Oui. Aussi. Donc elle se retrouve là où, au lieu de développer l'amour du nous, c'est le je. Et vous savez, vous allez vous rendre compte, un homme dit à sa femme, tu rentres à 21h. Elle dit, je rentre à 21h, pourquoi? Je dois faire ci, je dois faire ça. Quand le je entre, ça devient conflictuel. Et vous allez vous rendre compte que tous les problèmes des jeunes mariés aujourd'hui tournent tout autour de cette affaire de je. Je dirais à cette fille, pendant longtemps, tu as pris trop d'initiatives seul, sans associer ton époux. On appelle sans associer ton époux. On appelle ça initiative unilatérale. Unilatérale. Ça veut dire que tu ne le considères pas. Pour toi, il est une feuille de papier. Le jour que tu décides de partir, tu ramasses tes effets. Tu t'en vas, tu vas rencontrer sa famille. Lorsque tu arrives dans sa famille, tu n'as pas respecté les règles essentielles. Même de retour, monsieur Eric Fopoussi, tu reportes tes affaires, tu pars, donc tu es une touriste. Tu t'assumes, tu fais ce que tu as à faire. Maintenant qu'elle est retrouvée, elle est revenue à ça. Que son jeu continue. Elle n'a plus besoin de venir déranger au Dominique, Audrey, au Yangalek. Non, que son jeu continue. Qu'elle dise que, ok, puisque c'est comme ça, je m'engalaba chez nous, je ne reviens plus. Je m'engalaba chez nous, je ne reviens plus. Je suis parti parce que je m'assume. Alors, si elle décide de revenir et qu'elle dise qu'elle aime, ça suppose qu'elle a pris conscience qu'elle a fauté. Femme, donnez le respect à vos maris. Une femme irrespectueuse n'a pas de place dans un foyer. Une femme méprisante n'a pas de place dans un foyer, monsieur Rifopoussi. Et c'est où votre cote de popularité remonte. Hein? Quand vous dites ça, Chalamel. Ou elle remonte plutôt. Alors, allez-y, Dominique Audrey. Moi, je vois un homme qui a démissionné en tant que chef de famille. Pour moi, un homme normal, si vous avez une femme, si vous partagez votre maison, votre couche avec une femme et qu'elle travaille, à la fin du mois, vous devez exiger de voir son salaire. C'est comme ça que ça doit se faire, Ben Bonbon. Normalement, puisque c'est vous le chef, même si vous n'allez pas prendre son argent, elle doit vous montrer son argent et maintenant vous lui dites, ok, gère comme ça. C'est ça le respect quand on est une femme et qu'on vit avec un homme. C'est comme ça que ça se passe. L'oxygène de la maison intervient juste après le fait que Joël ait donné l'argent du traitement à une autre personne. À ce moment-là, on ne parle pas d'oxygène. Non, on a oublié que délibérément, il refuse de se soigner parce qu'il a déjà son enfant. À Douala, c'est pas la femme qui avec 1000 francs, c'est pas la femme pour ce genre de choses qui prend le devant devant son mari.
Avec 1000 francs, même le riz sauté, on ne fait plus à Douala, monsieur Fopoussi. Mais moi, je ne suis pas pour le fait de ne pas cuisiner quand on vous a donné l'argent. Si on vous a donné 1000 francs, préparez pour 1000 francs. Parce que ma mère m'a toujours dit, quand on vit avec un homme, on ne le laisse pas affamer. Ta grand-mère ou ta mère? Ma mère. Ah, d'accord. Ça, c'est ma mère. Peu Peu importe... Non, ma grand-mère arrive. Peu importe la situation, on ne laisse pas un homme affamé. Moi, j'ai dit à Merlin, l'erreur que tu as commise, c'est de trop investir dans ta relation. Tu n'aurais pas dû. Mais maintenant, si tu veux continuer à acheter des choses, tu les mets à ton nom. Parce que visiblement, vous êtes dans un couple où chacun va dans la direction qu'il choisit. Alors que dans un couple, c'est pas comme ça. Les projets, ça se fait à deux. Et maintenant, Karine a évoqué le fait qu'il fallait qu'elle parte avec tout ce qu'elle a acheté. Ma grand-mère nous a dit, quand vous allez vous marier et que vous êtes avec un homme, peu importe ce que vous achetez, vous n'emportez que vos vêtements. Que vos vêtements. Parce que tout ce que vous avez acheté, si vous l'avez fait, vous pouvez encore le refaire. Quand on part de chez un homme, on n'emporte rien. Rien du tout. Peu importe ce que ça a coûté. Donc maintenant, à Merlin... Elle vous a dit ça vraiment? Oui. Oui. Elle nous l'a dit. Honnêtement. Bon, c'est qu'il y a des expériences qu'on ne peut pas faire. C'est que je me mettrai avec vous, monsieur Fopoussi. Je vous remplis une maison, on se sépare, moi je pars. Parce qu'elle estime que... C'est une invitation officielle, vous faites là. Hein? Non, quand on se sépare d'un homme, on part. Le matériel et autres, c'est accessoire. Je crois que c'est les souvenirs, tout ce qu'on a partagé qui est important. C'est ça qu'on l'emporte. Donc, à Merlin, si tu veux reconquérir ton mari, essaie de voir également ton comportement. Parce qu'un homme qui va dehors, la femme a sa part de responsabilité là-dedans. Et tu ne peux pas avoir des problèmes de couple et tu n'en parles pas, ne serait-ce qu'à ta mère. Ne serait-ce qu'à ta mère. Ça veut dire que tu as décidé de partir de chez vous comme ça et que personne n'est au courant, personne ne le connaît. Donc, il faut intégrer les gens de ta famille. Auquel cas, tu pars de là. Tout simplement. Oh mon Dieu, les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Hein. Je me rends compte que les Camerounais doivent sûrement, dans leur relation de couple, subir beaucoup de problèmes. C'est pourquoi il y a aussi un impact. Moi, je ne vois pas le vol. Hein. Je ne vois pas le vol. Si vous me donnez votre stylo, au Yengelek, tu vends mes stylos. Expliquez ça pour vous. Hein. Mon stylo coûte 200 francs. Je t'ai donné 2 stylos. À la fin de la journée, tu dois me rapporter les 200 francs par stylo. Si au Yengelek va tacler et qu'elle vend le stylo à 300, je viens vous donner vos 200. L'impact que vous avez, c'est que cela peut lui faire disparaître sa clientèle. Dans ce sens que parce que vous avez taxé cher, il sort de là pour aller payer ailleurs. Vous n'êtes pas sérieuse. Peut-être la raison pour laquelle il vous fait donner l'opportunité d'avoir des avantages, monsieur Batou. Quand on vous fait confiance, respectez la chose de lui. Monsieur Batou, il y a des parents, il y a des employés. Il y a des employés qui vous recrutent et vous disent, vous avez la latitude de vous faire des pourcentages. Moi, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'il vous dit que le produit, c'est 400 francs, mais vous pouvez le vendre à 1000 francs. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, moi, patron peut lui avoir dit cela. Non, son patron peut lui avoir dit cela. Nous ne sommes pas dans son contrat. Nous ne sommes pas dans son contrat. Non. C'est une pratique courante au Cameroun. Vous confiez votre taxi à quelqu'un, il doit vous verser la recette, il vous ment. Il détourne, c'est pas sérieux. Que les Camerounais apprennent à respecter la chose de tout. Merci Chalamel. Encore pour vous, encore heureusement. Parce que le Cameroun est dans ça en fait. Oui, c'est dans ça qu'on évolue. Et puis il faut vraiment qu'on ait de la rigueur dans ce pays. Il y a un manque de rigueur et ce manque de rigueur là on se voit. Et c'est pourquoi d'ailleurs c'est ça. C'est le professeur Hubert Moulin qui le disait. On a clairement normalisé l'écart. Voilà. C'est une norme. On en a une norme. Comme ça se fait. Écoutez, c'est normal. Non, c'est pas normal parce que ça se fait. C'est pas normal. C'est le vol. Mais je comprends ce que vous m'avez demandé. Est-ce qu'il y a le vol dedans? C'est pas ça. Non. On vous a dit, vendez tel produit à tel montant. Vendez-le au prix là. Au prix là. Il y a un patron qui vous dit que voilà le produit, ça coûte si, vous pouvez vendre comme ça pour avoir telle chose. Si vous l'a dit, c'est autre chose. Voilà, mais on ne sait pas s'il a dit ça. Non. Là, c'est ce que Dominique Audrey a dit, c'est qu'elle a dit que c'est normal. Si on vous dit de ça, non. Non, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Je dis bien ceci. Et ça permet d'arrondir. C'est pas parce que tout le monde le fait que ça devient normal. C'est pas le vol. Je veux dire que si 10 personnes font quelque chose, c'est pas parce qu'ils ont fait ça que c'est normal. Hein. On ne peut pas normaliser l'écart et écarter la norme. C'est pas normal. C'est pas le vol. Les gens doivent apprendre à fonctionner. C'est comme quelqu'un qui est assis au service commercial d'Equinox. Oui. On sait qu'un spot coûte tel montant
il est assis là-bas, il tacle ses spots, et puis il dit que non, Non, pas la personne non, commerciale. non, quelqu'un est assis, c'est la même chose. Prenez plutôt l'exemple de la personne. Non, monsieur Fopoussi, prenez plutôt l'exemple de la personne. Le commercial est différent, monsieur Mathieu. On ne paye pas un commercial comme si on payait une secrétaire. Prenez plutôt l'exemple de la personne. Prenez plutôt l'exemple de la personne qui vient payer pour le spot. Je suis dans une entreprise ou bien j'ai un artiste. C'est l'artiste qui va me donner l'argent. Je vais lui dire que, ok, si tu veux passer à Equinox, voilà le montant. Si tu passes là-bas, voilà le montant. Mais moi, je sais quel est le montant exact. Et je vais avoir ma part au-dessus. Je prends ma part, je donne pour Equinox. Je fais avec ma part. Vous êtes dangereuse. Mais vous avez des écarts. Vous êtes dangereux. C'est ce qui se passe sur le terrain. Non, mais c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est à combattre. Il faut éduquer les Camerounais qu'ils comprennent que ce qu'ils font et qu'ils trouvent normal n'est pas normal du tout. Non, les gens doivent être rigoureux. Les gens doivent être rigoureux sur la chose d'autrui. C'est ça le message éducatif et didactique que nous voulions faire. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur que ceux qui s'en remettaient les 200 à la personne. Point. Si vous voulez faire des taclages, démissionnez, faites votre business et vous faites le taclage comme vous voulez. Alors là-dessus, moi je dis, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Et moi, je suis très désolé que vous faites ce que vous faites là sur ce plateau. Je suis très désolé, ça me dérange du tout. Ça me dérange vraiment. On va, madame, monsieur, clairement, prendre tout de suite la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du business des biens mutilés au Cameroun. Le phénomène de la mutilation des biens au Cameroun est grandissant. Quelle est l'identité des individus tapis dans l'ombre qui encouragent ce type d'activité? Vous voyez dans les quartiers des gens se balader avec des sifflets dans la bouche, tenant des biais scottiers, sifflant. Prrr, prrr, prrr. Les connaisseurs connaissent, dès qu'on entend ce sifflet, on sort chacun avec son biais, qui déchiré, qui mutilé, qui scotché. Quelle est l'identité de ces individus entretenant contre vents et marées? Ce réseau qui s'est développé autour des fuyeux billets de banque, moyennant une rémunération, alors que le service est gratuit. Comment comprendre qu'il est devenu un énorme business qui attire de plus en plus les gens tout autour de cette affaire de biens mutilés ou déchirés? À Douala comme à Yaoundé et d'autres villes du pays, la pratique est courante. Ces opérations se font à ciel ouvert. Pourtant, l'activité de reprise des billets de banque mutilés en échange d'une gratification est interdite par la loi. On dit communément, on ne vend pas l'argent. Comment comprendre cette mauvaise façon de tenir les billets de banque? Plusieurs personnes ne traitent pas les billets de banque comme il se doit. Vous avez des gens qui froissent, les plient, les mouillent ou les salissent. Il arrive aussi que les billets de banque soient laissés à la portée des tout-petits qui s'en servent comme du papier pour à la fin les déchirer. Certains les gardent dans des porte-monnaies inappropriées ou simplement dans leur poche. Les commerçants en particulier, les Bayam Selam, sont passés maîtres dans l'art de froisser les billets dans leur pagne. Nous avons des Bayam Selam qui cachent l'argent dans le sexe. Nous avons des Bayam Selam qui cachent l'argent dans la poitrine, l'argent nu. Pourtant, il y a transpiration. Cela détériore les billets. Savez-vous que les croyances en Afrique amènent parfois à transpercer ou à déchirer le bout des nouveaux billets qu'on reçoit afin que, dit-on, ils ne disparaissent pas en emportant avec lui les autres billets qu'il a trouvés dans la tirelire? Comment comprendre qu'il est devenu presque difficile de reprendre un billet déchiré, scottier ou collé dans ce pays? Faites de toutes les stations. Lorsque vous donnez un billet, on regarde. Ton billet déchiré, reprends. Ton billet collé, reprends. Vraiment, pourquoi ton billet est comme ça? Je fabrique les billets. Comment comprendre la difficulté qu'il y a à utiliser ce type de billets, même lorsque les numéros sont pleinement visibles? Savez-vous qu'il existe des personnes possédant des billets de banque d'une valeur considérable que les souris ou cafards
et ronger une partie considérable. Comment comprendre l'intérêt que portent certaines personnes à racheter les billets déchirés, scotchés ou collés dans nos quartiers? Dans certaines stations, lorsque vous arrivez avec le billet, on regarde. S'il est défectueux, on vous prélève 300 francs. On vous prélève 400 francs. Vous n'êtes pas d'accord, allez vous débrouiller ailleurs. C'est prévu où? Dans certaines boutiques, vous arrivez avec un billet de 10 000, un peu compliqué, on vous prélève 1000 francs, quel que soit l'achat, 1000 francs, en disant que ce billet ne va pas passer en mesure, ça peut rester chez moi, je bloque 1000 francs. Voilà comment les Camerounais se retrouvent à vivre. On les reconnaît. Ces billets avaient une série de billets entrelacés les unes aux autres par le scotch, tenant à la bouche des sifflets qui perturbent à longueur de journée la tranquillité des quartiers. Oui, ces vendeurs, Ision Boyanjo, Ision Bali, Aqua, Bepanda, Golmitak, Ndokpasi, voilà les quartiers. Que recherchent-ils? Les billets mutilés. Savez-vous qu'à chaque fois qu'un usager au Cameroun veut changer un billet de banque mutilé, il s'entend dire qu'il faut payer une commission. Parfois même dans les banques, dans certaines microfinances, lorsque vous arrivez, vous voulez changer, on vous dit non. On n'est pas prêt. Il faut un certain montant. On commence à changer à un certain moment. C'est prévu où? D'après le mode opératoire, des individus achètent des billets de banque mutilés à la moitié de leur coût légal pour les faire changer à leur tour dans les services de la BA. Par exemple, si un individu possède un billet déchiré de 1000 francs, les changeurs dans la rue, comme on les appelle, à l'avenue Kennedy, à Yaoundé, ici à Douala, exigent une commission de 200 francs CFA. Voilà là où va le Cameroun. Chaque business se développe, ça sort comme ça sort. Tant pis pour ce que dit le texte de loi. Alors, j'avoue que c'est hier, en préparant cette colère, Chalamel, que j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous, par rapport aux Camerounais, aux personnes qui vraiment gagnent beaucoup d'argent à travers ce phénomène-là, des billets déchirés, des billets coupés, des vieux billets, des billets délavés, des billets vraiment tout y passe réellement, et ces gens-là font ça avec la complicité, on va le dire, des commerçants qui peuvent normalement, et qui savent qu'ils ont les moyens de faire en sorte que la BA remplace ces billets-là, mais ils font ce qu'on appelle une rétention d'infos, des manœuvres dolosives pour dire aux gens que leur billet déchiré ne peut plus être accepté du tout, et que voilà, s'ils veulent gagner un petit sou là-dedans, qu'ils donnent la moitié de la valeur de ce billet-là, et peut-être on verra ce qu'on peut faire pour eux. C'est quand même une grosse escroquerie. On est clairement en train de s'enrichir sur l'ignorance des Camerounais, sans que ceux-ci ne sachent réellement quels sont leurs droits par rapport à la détention de ces billets qu'ils ont malheureusement. Et donc, je dis parce que moi par exemple, j'ai jamais vécu ça, été victime de ça, parce que lorsque j'ai un billet qui a une certaine, on va dire, défectuosité, je sais où je dois aller pour le faire remplacer, et quand je vais où je vais, on me remplace ce billet-là, notamment à la banque, généralement. Donc, il faut que les gens comprennent ça, et que les gens aient conscience de ça. Alors, bon, Bengan, comment vous expliquez ça? Non, c'est quand on est dans un environnement de l'impasse, il n'y a pas d'éducation à la citoyenneté. C'est un problème d'éducation. Je pense que le 25 septembre dernier, le chef d'agence de la BEAC du littoral ici à Douala a surpondu un communiqué pour dire qu'il avait constaté premièrement que même les banques refusaient, certaines banques refusaient les billets. Quelqu'un vient, il y en avait même un qui avait des billets de l'ordre de 100 000 francs. Qui a été, j'allais dire, mutilé par les souris. Et la banque a refusé de l'échanger. Et il a dit que les banques ont pourtant bénéficié de la BEAC, n'est plus atteindre un certain montant. Donc, c'est-à-dire qu'ils pouvaient changer les billets, comme vous avez dit. Vous avez un billet de 1000 francs qui est détérioré. Mais donc, je pense le numéro, il a précisé sur le numéro. Si le numéro reste, on peut changer le billet gratuitement. Gratuitement. Mais face au manque d'éducation à la citoyenneté, le problème n'est pas au niveau des citoyens. Ce n'est pas le citoyen qui vient éduquer les autres. Puisque au taxi vous donne, dit je ne prends pas ce billet. Au marché, les femmes se querellent tous les jours par rapport à ces billets. Mais est-ce que
les agences de nos banques commerciales qui sont à côté des marchés apportent cette éducation aux femmes en leur disant non, mesdames, mes chers, parce que les bails là, mais tout le monde là ouvre les comptes, on dit oui, vous venez ouvrir les comptes. Mais on ne leur dit pas que, au même moment, pour rentabiliser même votre, vous avez même un billet de 500 francs qui est apporté en échange. C'est ça qui a donc fait développer cette activité parallèle. Bon, que je considère qu'il est illicite, c'est vrai, mais moi je ne condamne pas nécessairement. Mais je condamne plutôt la BEAC et les banques et le système bancaire. Ça fait partie, parce que lorsque nous avons dit que la réforme de la restructuration bancaire a échoué en 90, c'est par rapport à ça. Parce que le fait qu'on ait autorisé les, comment vous les appelez, les agences, les microfinances, voilà, les microfinances permettaient d'apporter les services de la banque plus proches des démunis, des épargnants. Il fallait donc accompagner cela de cette mesure éducative-là. Malheureusement, la mesure éducative n'a pas été faite, du moins la publicité sur je vous dis, les même règles certains micros, en la matière. Ils ne savent même pas que la BEAC permet de faire ça. D'accord. Dominique Audrey. Les activités autour de la reprise illicite de billets et frauduleuses même, c'est un phénomène qu'on vit tous les jours au quotidien. Parce qu'il faut dire que la plupart des personnes qui vont dans les banques pour échanger cet argent se plaignent du fait qu'il y a de très longues procédures. Parfois, vous avez de l'argent et on vous demande de repasser plus tard. Conséquence, on se retourne donc vers ces personnes-là qui viennent chez nous prendre cet argent et quelqu'un va vous dire, bon, c'est 10 000, si je lui donne 1000 francs, je paie trop quoi? Si j'avais payé le taxi, j'allais là-bas. Mais ils ne savent pas qu'ils s'exposent à des sanctions puisque la loi prévoit des sanctions contre toute personne qui fait ce genre d'activité. Moi, j'ai envie de savoir, comment se fait-il qu'on laisse ces personnes-là, puisque généralement, elles ne sont pas stationnées loin des banques-là? On a conscience que ces personnes pratiquent ces activités-là et sont proches. Pourquoi on ne met pas fin à ça? Pourquoi? Et moi, je mets ces activités-là sous le compte du chômage, hein, parce que si les gens avaient à faire, ils ne seraient pas en train de faire ce genre d'activité-là. Donc, si vous n'allez pas reprocher aussi à un simple Camerounais qui a 100 000 francs de donner 200 et de récupérer un billet, on ne peut pas leur reprocher. Karine. Monsieur Foupossi, il faut quand même avouer que les billets camerounais vieillissent trop vite et se déchirent. Ils se vieillissent vite et se déchirent à tort et à travers. À un moment donné, on avait pensé à l'entretien. Les billets de la CEMAC. Oui. Et à un moment donné, on avait pensé mettre des plastiques. Je pense il y avait des plastiques qu'on avait posés dessus pour protéger. Jusque-là, ça ne changeait rien. Il suffit juste qu'une goutte d'eau touche un billet pour que vous voyez comment il se dégrade devant vous. Et quand vous finissez même... Avant, on pensait que dans les stations... Vous faites ça en comparaison de quel genre de billet, par exemple? Parce que moi, non. Il y a bien de 2000, Monsieur Foupossi, les billets de 1000 francs, 2500 vieillissent plus vite que les billets de 10 000. Vraiment. Vous pouvez même en garder un. Si vous voulez, faites l'essayage. Vous faites ça à la maison, vous allez voir. Et ça vieillit plus vite. Et si vous gardez le billet, peut-être si vous avez un billet de $50 dans votre portefeuille et vous gardez le billet de 1000 francs dans votre portefeuille, vous allez voir, un mois après, vous ouvrez, vous allez voir ce que le billet de 1000 francs est devenu. Il vieillit tellement vite. Vous n'avez et après, avant on pensait que si votre billet est même vieux, c'est pas un problème parce que vous pouvez aller ne serait-ce qu'à la station-service acheter de l'essence pour votre véhicule, pour votre moto et on vous échange ça là. Mais même là-bas on refuse. Parfois les pompistes vous prennent 100 francs pour changer 1000 francs. Parfois ils vous prennent 200 pour changer 5000 francs. Vous voyez que de toutes les façons vous êtes en train d'échanger les billets. Vous venez d'acheter de l'argent. Ok, donc vous nous amenez sur la qualité de nos billets. D'accord. Alors, on va s'arrêter là, Charles Amel, permettez-moi. Bon, Benkan, Karine Sauté, Dominique Audrey. Madame, monsieur, restez avec nous puisqu'on va marquer une courte pause. Juste après, ce sera la deuxième partie. Ce 1er novembre 2019, madame, monsieur, on termine cette semaine en démarrant un nouveau mois. Le mois de novembre, nous avons des regards tournés vers Ebolova ce matin et ce meeting annoncé au stade de Nkovos à Ebolova avec le MRC, bien sûr. Nous savons que un sous-préfet là-bas a donc interdit ce meeting, mais les militants du MRC semblent décidés d'ailleurs à signaler les premières images
images arrivent déjà. D'ailleurs, on nous signale que certains militants du MRC auraient été bloqués à l'entrée de la ville d'Ebolowa. Et donc, ils n'ont pas accès à la ville, malheureusement. On va démarrer cette deuxième partie avec la colère Chalamel tout à l'heure. Nous évoquions ces billets de banque, malheureusement, qui font l'objet d'une vraie surenchère. Monsieur Fopoussi, il faut dire que dans la préparation de cette colère, j'ai discuté avec 4 vendeurs, 4 acheteurs potentiels qui m'ont fait comprendre qu'ils ont par jour 20 000 francs. C'est-à-dire en termes de bénéfices, ils font 20 000 francs jour. C'est-à-dire quand ils sortent, ils parcourent dans tous les quartiers. Lorsqu'on vous retrouve avec un billet de 1000 francs, ils payent. Ils retrouvent parfois des gens qui ont 5, 6, 10 billets qui sont, comment on va dire, détériorés. Ils récupèrent à moindre coût. Ils vont dans leur réseau. Monsieur Rifopoussi, comme ils disent dans leur réseau, on les restitue leurs billets. Ils se retrouvent avec beaucoup d'argent. C'est là où vous vous rendez compte que, comme l'a dit Mbombok, la pauvreté fait réfléchir certaines personnes qui agissent même au mépris de la loi. Parce que c'est des gens qui agissent au mépris de la loi. Ça, c'est le premier point. Dans le second temps, il faut dire que on n'a pas formé, éduqué les Camerounais à respecter l'argent. Il faut qu'on apprenne aux Camerounais à respecter l'argent. L'argent doit être respecté. Vous vous imaginez et vous entendez ça chaque jour. Des gens qui cachent l'argent dans les chaussettes, des pieds. Vous avez des femmes qui cachent. Quand vous entendez que les coupeurs de route ont attrapé une femme, on l'a rasée complètement. Il y avait des femmes qui faisaient des grosses nattes. Dans les grosses nattes, elle envoyait les 100 000. Monsieur, il faut pousser dans les cheveux pour ceux qui voyageaient. Quand les coupeurs de route étaient informés, lorsque vous arrivez, ils mettaient seulement la main avec la machette. On cisaillait pour pouvoir, tant pis, ça vous coupe les cheveux pour retirer de l'argent. Vous avez des femmes qui gardent l'argent dans le sexe. Quand elles vont rentrer, elles envoient l'argent dans le sexe. Oui, on en a vu des femmes comme ça et parfois ce n'est même pas protégé. Alors comment est-ce que dans un milieu humide comme celui-là, vous envoyez avec tout ce qu'il y a comme bactéries et tout et consorts, cela va forcément abîmer, monsieur, il faut pousser les pieds. Vous avez des femmes qui cachent, ça il faut le dire, des femmes qui cachent dans les seins, dans les soutiens. Donc, il y a des attitudes que les Africains particulièrement développées au niveau de l'argent. On n'a pas la culture du portefeuille, monsieur Fopoussi. Vous avez des gens qui mettent l'argent n'importe comment. Lorsqu'il faut sortir l'argent, ils tirent. Ça déchire, forcément. C'est pas dur. C'est pas le faire. Ça déchire. Et on se retrouve dans ces situations. Si les mécanismes mis en place aussi, parce qu'il y a des lourdeurs au niveau des banques, si ça avait été mis en place, parce que lorsque vous arrivez avec un billet, première chose, on demande votre carte d'identité. Vous devez présenter votre carte d'identité. On doit faire une photocopie de votre carte d'identité. On doit vous identifier. On doit vous poser des questions par rapport à ce billet que vous amenez. On doit vous dire qu'une commission doit statuer pour vérifier l'authenticité de ce billet. Monsieur Rifopoussi, ça fait 2 heures. Pour combien 1000 francs? 2 heures ou 3 heures pour 1000 francs. Dans certains bancs, on vous dit que non, monsieur, comme vous l'avez déposé, revenez dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous arrivez, on dit que vraiment, monsieur, on n'a pas pu traiter avec diligence. Veuillez revenir. Pour combien? 1000 francs, pour 10 000. Beaucoup de personnes se retrouvent donc à se jeter dans la rue et à gérer avec ces différentes personnes. Vous avez des gens, et je l'ai vu au marché central, je l'ai vu au marché Kololo, je l'ai vu au marché, monsieur Rifopoussi, comment vous appelez ce marché? Grand Hangar. Vous avez des gens, des commerçants, je ne sais pas à quoi ils croient. Lorsque vous donnez les 10 000, ou ils ont les billets de 100 000, ils prennent l'épingle. Ils transpercent les billets, ils ferment, ils gardent. J'ai posé la question, mais tu le fais pourquoi? Il dit non, il y a des billets mystiques. Il ne faut pas qu'un billet disparaisse en amenant les autres. C'est pour ça qu'on le condamne avec le faire. Vous avez notre structure où on scotche. On utilise les agrafes, monsieur Rifopoussi. On agrafe d'autres commerçants qui agrafent les billets, littéralement. Vous vous demandez, mais dans les banques, il y a des attaches particulières dans lesquelles on met en papier, on met de l'argent. Donc voilà autant de choses qui font en sorte que tout cela soit détruit. Et lorsque ça se détruit, d'utilisation en utilisation, vous avez des billets dont le numéro se perd. Vous avez des gens qui sortent et manipulent l'argent en mangeant le coquille, en mangeant le coq ou le héros. C'est de l'huile qui reste. Et les cafards adorent l'huile. Les cafards adorent. Vous savez donc, il faut dire qu'il y a ça qu'il faudrait éduquer. Et je pense que les services de la BIAC devraient travailler avec les télévisions, avec les médias, pour pouvoir sensibiliser les gens sur l'importance de bien conserver de l'argent. Aujourd'hui, c'est devenu un business. Dans toutes les rues, ils se sont divisés la ville de Douala. Ça fonctionne avec ces vendeurs qui viennent redonner à certaines banques.
C'est une banque qui leur verse certaines commissions, et enfin, c'est des individus, non, c'est pas des banques, c'est des individus véreux de certaines banques qui se retrouvent à récupérer, qui vont changer. Voilà comment le business fonctionne et ils se portent à l'aise. Et ils s'enrichissent, c'est ça? Mais quand on vous dit qu'il fait 20 000 francs jour, comment on évalue quand il vous dit, je dis le vendeur, celui qui a le billets scottiers, vous dit qu'il fait 20 000, celui qui est sur le terrain, vous dit qu'il a 20 000 francs jour. Quand il parcourt des quartiers, parce que c'est des gars très forts, monsieur le Fopoussy, il faut les voir avec les babouches. Ils couvrent tout Bépanda. Vous savez qu'il y a au moins 9 Bépanda. 9 Bépanda seulement. Donc le gars couvre tout Bépanda. Imaginez les commerçants, les couturiers, les tailleurs, les barman, tous les coiffeurs, les coiffeuses, les Bessikina. Non, c'est beaucoup, monsieur le Fopoussy. C'est beaucoup. Les gens qui veulent se débarrasser. Alors, on va lire quelques messages avec vous, Karine. Le gouvernement devrait multiplier les communiqués et les sensibilisations sur les billets mutilés. Je pense également qu'on doit sanctionner les banques qui refusent de prendre les billets usés. Je pense que c'est simplement l'incapacité des États de la CEMAC à fabriquer leurs propres billets. Qu'ils prennent exemple sur les billets du Naira au Nigeria. Je vous jure qu'il faut extrêmement être fort pour réussir à déchirer ce billet. Par exemple. Un autre message à présent. Alors, tous les Camerounais sont des voleurs. Alors, ça, c'est par rapport à l'histoire du jour, ce matin. Un autre message. 7 à 8 Camerounais sur 10 ne savent pas qu'ils peuvent échanger leurs billets dans les banques, faute de sensibilisation des populations par ces banques ou microfinances. Alexis Gebjom depuis Ngaoundéré, ce matin. Alors, j'ai un billet de 2000 légèrement rongé. Tout autour de la banque. Je fais quoi? Ça, je jette. Tout le monde refuse. Non, peut-être le numéro. Si le numéro, si même ces gens ont refusé, ça veut dire que ce bien n'a plus son numéro. Par rapport à l'histoire du jour, moi je pense que Merlin est venu vanter sa personne à la télé ce matin et salir l'image de Joël. Merci à Momborg. Un autre message, notre pays est vraiment dans une tourmente criade et c'est pour cela que certaines choses illégales apparaissent comme étant institutionnalisées. Les jeunes n'ont pas de choix que de se débrouiller tel que soutiennent les jeunes de ce plateau. Ça c'est Mathieu de Bafoussam qui nous écrit aussi. Avant, quand vous ouvrez un compte à la banque, on vous donnait un pocket pour conserver les billets. Ce fut mon cas à Douala en 1977. Nicolas de Biémassi. C'est vrai, en 1977, ça a fonctionné. On vous donnait un porte-monnaie spécial avec le logo de la banque. Même les assurances, lorsque vous assurez votre voiture, ils vous donnent une pochette pour ranger l'ensemble des documents. Ça devrait être en principe ça, mais on range l'argent de manière horizontale. Mais vous avez des gens qui plient. Vraiment. C'est normal que le billet de 1000 francs et 500 francs se dégrade rapidement parce que ce sont les coupures qui circulent le plus. Alors que cette femme change de comportement si elle tient à récupérer son mari, car la femme doit être soumise à son mari. Le Zeus d'Afrique qui nous écrit ce matin. Alors, par rapport à ce problème de billets, le gouvernement et les banques doivent sensibiliser la population à ce sujet. Les populations sont des victimes à cause de l'ignorance. Alors, moi, c'est Biboum depuis Esseng et à Douala. Cette fille est loin d'être une voleuse. Mais si jamais c'est le cas, c'est que le vol est autorisé dans toutes les boutiques de Douala. Alors, nos voisins du Nigeria, Tchad, n'ont pas ce problème de billets déchirés ou collés, alors que chez nous, ici, c'est grave. Y a-t-il pas un sponsor dans la vie de cette dernière? 25 000 ne peut pas faire tout ce qu'elle raconte. Sinon, c'est une voleuse. Bruno de Puimbouda qui nous écrit ce matin. Les hommes sont égoïstes et avares, méchants même à la limite et ne supportent pas le retour de ce qu'ils font aux femmes. Berthe de Pinja qui nous a écrit. Elle n'est pas forcément une voleuse. Même l'employeur qui donne seulement 25 000 francs sait que c'est même pas suffisant pour le taxi et donc laisse faire comme avantage de service. Un autre message. La vie d'aujourd'hui n'est plus comme la vie d'avant. Arrêtez de prendre les femmes pour un chinda. Il y a des femmes soumises qui sont matées dans leur foyer de nos jours parce que les hommes profitent de leur faiblesse et du calme de leurs femmes pour faire du n'importe quoi dehors parce que madame est soumise. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je pense que la famille de l'homme se sont mis d'accord avec l'homme pour faire sa vie, pour mettre sa fille
pour faire sa vie dehors et trouver une autre, ou en pensant que cette fille est la cause du problème. Donc je conseille à la fille de refaire sa vie tout simplement. Philomène de Mimboman. Non, il faut dire quelque chose. Je demande à Philomène où est la famille de la fille elle-même. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'une femme dans un foyer se rend compte que son mari a des difficultés de conception, ce n'est pas à elle de soulever la question parce que le mari peut mal prendre. L'homme, généralement, c'est la seule chose qui froisse généralement l'homme lorsque c'est dit par la femme. Elle peut aller se plaindre chez le chef de famille en disant « J'ai des prédispositions à vouloir l'enfant, à vouloir faire un enfant, mais je me pose des questions. » C'est le chef de famille qui appelle son fils et qui lui dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Eric Fopoussi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui pose les questions à son fils en lui disant « Ok, je vais t'amener quelque part. » C'est le père qui le fait. Lorsqu'on inverse les rôles, il faut que les gens sachent, monsieur Eric Fopoussi. Lorsqu'on inverse les rôles, lorsqu'on finit de boire, on dit à la jeune fille, à partir d'aujourd'hui, tu es dans notre famille. On embrasse. Il y a ce moment où on embrasse et on dit, quel que soit ce que tu vas vivre, viens me voir. Lorsqu'elle part voir, il saura comment parler à son fils. Lorsqu'une femme dit à la maison, vous allez vous rendre compte que beaucoup de crimes ont généralement ce soir arrivé. Lorsqu'une femme se place dans la cour et dit que tu peux me faire quoi? Espèce d'impuissant. Vous voyez la réaction de l'homme. Même s'il était prêt à digérer, l'homme va se lever en disant, je suis avec toi, je sais même que je suis avec un homme. Je passe les nuits avec le bois blanc. Donc vous voyez, il y a des choses, oui. Il y a des expressions que lorsque la femme envoie, vous voyez l'homme sortir de ses gonds parce que ça, c'est humiliant pour l'homme. Donc, je pense qu'elle a utilisé un mauvais avis, elle a utilisé une mauvaise voix, dit qu'on a fait le spermogramme, on a fait ceci, ça conforte l'homme dans sa position et il reste tranquille. D'accord, on va s'arrêter là pour cette partie de l'émission, mesdames, messieurs. Restez avec nous, on va faire avec vous, Karine Santia, la revue des réseaux sociaux. Alors, les États-Unis, on commence par ce sujet-là. Les États-Unis manifestent leur intention de mettre fin aux avantages commerciaux du Cameroun sous la loi sur la croissance des opportunités de développement en Afrique, abrégée AGOA, à partir du 1er janvier 2020. Le Cameroun aurait donc échoué à l'évaluation régulière basée sur la loi américaine en se rendant coupable de violations flagrantes des droits de l'homme reconnus internationalement. Et encore plus loin, on va dire qu'ils décrivent clairement quelles sont les violations auxquelles le Cameroun est soumis, notamment actes de torture, détention arbitraire. Donc ils ont cité une litanie d'actes de droits de l'homme violés par le Cameroun. Alors bon, Bengan, il faut dire, c'est toujours assez terrible de commenter ce type d'information parce qu'on revient là d'une lune de miel avec la France, Jean-Yves Le Drian. Et oui, on revient là, il y a eu un mariage, nous sommes à la lune de miel, Jean-Yves Le Drian, Emmanuel Macron, on rentrait clairement de lune de miel, et là, coup de théâtre, les Américains apportent leur grain de sel. On savait que tout était prêt. Il y avait un navire militaire qui avait accosté au large du port de Kribi. Il y avait un navire militaire français. Donc, nous avons le sentiment que le Cameroun était de retour, en bonne grâce auprès des puissances occidentales. Et d'ailleurs, Yaoundé avait vanté la vitalité de la diplomatie camerounaise. Oui, et tout à fait. Je pense qu'il y a deux problèmes à relever. Le premier problème, si on reste dans les lettres de ce communiqué des États-Unis, il faut dire que, effectivement, je pense que le chef de l'État l'avait dénoncé en fin 2017-2018 et lors de son adresse à la jeunesse, lorsqu'il parlait, je pense même que dans son discours d'investiture, il a parlé de ces pays qui font du protectionnisme, qui vont même vers l'isolationnisme. C'est vrai, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le président Clinton, en 2000, avait ouvert, dit-il, le marché américain à certains des États, certains produits d'autres États, parce que les autres, ils ont ceci, le protectionnisme. Donc la douane protège l'espace économique d'un pays. Et ils ont, pour cacher ça, ils ont mis ce qu'ils appellent les normes. Vous ne pouvez pas vendre chez nous parce que vous n'avez pas les normes de ci, de ça, de ça. Mais au lieu que nos pays essayent
d'avoir des produits, des entreprises compétitives, bon, on est resté dans du tâtonnement. Maintenant, le deuxième problème, et je pense que c'est l'analyse que vous faites, je ne suis pas loin de votre avis, c'est que les États-Unis sont fâchés avec de la manière avec laquelle la France traite le problème dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je répète, les États-Unis sont fâchés de la manière avec laquelle la France traite le problème anglophone. Monsieur Kosciusko Morizet avait amené les États-Unis dans cette logique-là lorsque les Nations Unies avaient organisé une session spéciale Cameroun du 13 février au 4 mars 1959 à New York. Kosciusko Morizet, qui était le représentant de la France aux Nations Unies, a les amené en disant « Nous maîtrisons comme notre précaré, c'est vrai, vous avez depuis 1916, voilà, vraiment maintenant nous sommes, voilà, même le Nigeria, il levait un peu le pied, on va voir. Depuis ces jours-là, les États-Unis remarquent qu'il y a une marginalisation des anglophones. Et c'est pour cette raison que le chef de l'État l'a relevé dernièrement quand il nous invitait à un grand dialogue national. Il a dit, non, il n'y a pas de marginalisation. Je nomme souvent les premiers ministres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. 61, c'était la même chose. Donc que ce soit De Gaulle, Pompidou, tout ce que vous voulez, Mitterrand, jusqu'à celui qui est là maintenant, et vous avez bien fait de rêver, le Drian qui vient, lui, pourquoi il réunit le JICAM? Il dit, préparez-vous, les opérateurs économiques camerounais, nous allons. Tu sais que comme eux, ils ont les informations, ils s'espionnent. Ils savaient bien que les États-Unis étaient en train de préparer quelque chose. Ils nous ont amenés, c'est-à-dire que le Cameroun a dit, non, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là, bon, ce que vous avez fait, le Conseil de sécurité ne peut pas se réunir bientôt. On est là, de toutes les manières, avec notre veto, les Américains vont reculer. Okay. Maintenant, les Américains ont dit, vos choses là, nous, on ne peut plus. Et ils sont prêts à aller plus loin. Hein. D'accord. Ils sont prêts à aller Chalamel. plus loin. Alors, il faut dire déjà que c'est pratiquement toutes les grosses puissances qui sont en train d'être en colère, M. Eric Fopoussi, contre le Cameroun. Nous avons déjà le cas de la Russie et beaucoup de personnes, peut-être c'est passé inaperçu, où on a eu le représentant du chef de l'État qui est resté debout durant la cérémonie d'ouverture. On ne lui a même pas offert une chaise parce que ce n'était pas lui qu'on attendait. Il a fallu le deuxième jour qu'on lui trouve un espace pour s'asseoir. Déjà, Poutine n'a pas pu digérer le simple fait c'est pas ce qu'on dit à Yaoundé. Hein. Non, mais je connais M. Eric Fopoussi. Ça fait partie des premiers points où il est très en colère. Là, il faut déjà digérer cette colère au vu de tout ce qui se préparait vis-à-vis du Cameroun. Nous avons les États-Unis qui, depuis, ne cessent d'aller doucement. Si vous vous rendez compte, les États-Unis posent un pas à coup sûr. Vous avez l'entêtement de Yaoundé. Vous avez le mépris de Yaoundé. Parce que, rappelez-vous, lorsque les Américains sont sortis en disant qu'il fallait qu'on réorganise un autre dialogue, cette fois-là très inclusif, en prenant tout le monde, qu'est-ce que Yaoundé a dit? Il n'y aura pas de second dialogue n'est à l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour. Alors, vous savez, le Cameroun, aujourd'hui, on va demander qui pour donner une claque pareille aux États-Unis, M. Eric Fopoussi, en mettant entre guillemets le gendarme du monde. Alors, je crois que là, on a eu d'abord les premiers effets, la suspension de l'aide militaire. On sait ce que ça a causé au Cameroun, même si on a appris que le président de la République, en se tournant vers la Russie, est en train de commander des armes lourdes. Pourquoi faire? On se pose la question. Même si on a vu un navire français accoster, avec un navire militaire accosté, le tout premier d'ailleurs, accosté à Kribi, aussi avec, on a dit, de l'arme lourde. On a vu, M. Fopoussi, la réaction, les multiples sorties de l'ambassadeur américain qui rappelait à l'ordre le Cameroun sur un certain nombre de choses. Je pense que ça, M. Eric Fopoussi, c'est le deuxième point. On a eu la situation de Pigny où les États-Unis se sont prononcés en demandant que les coupables soient livrés, attrapés, livrés et punis. Conformément, vous voyez, il y a beaucoup de choses, cette situation qui préoccupe véritablement les États-Unis et il n'y a rien qui est fait en face. Est-ce que c'est parce que le Cameroun a refait une allégeance encore, un aplaventrisme, permettez-moi l'expression, un aplaventrisme complet devant la France?
Est-ce que c'est parce que Yaoundé se détourne désormais des États-Unis? Je crois que là, c'est un rappel à l'ordre, mais un rappel à l'ordre qui est très fort en ce moment pour le Cameroun, avec tout ce qu'on est en train de dire. Vous savez qu'on parle de la question de la réforme de certaines entreprises d'État, avec la Banque mondiale qui nous frappe pratiquement dessus. J'ai bien peur que le Cameroun soit encerclé. D'accord. Dominique Audrey. Moi, je vois d'un très bon œil cette suspension de la Guala, même si sur le plan de l'économie, ça va nous faire... on va subir une perte énorme. Puisque... c'est parce qu'ils disaient, ils disent qu'on peut s'en passer. N'est-ce pas? Oui. On verra jusqu'où ils vont s'en passer. Ça, c'est ce qu'ils nous disent sur les plateaux de télévision. Ils ont menacé, ils ont dit que tant qu'à faire, il faut aussi que l'Union européenne nous sanctionne en nous retirant des APE. Oui, mais ils font un rapprochement quand même assez inconséquent sur les deux accords. Vous savez que l'APE n'est pas mal là-dessus que la Goa. Il faut qu'on soit d'accord. Oui, parce qu'en 2018, on a réussi à avoir 220 millions de dollars quand même qu'on a pu avoir à travers le commerce là-bas. L'exportation est à 34 milliards. Maintenant, qu'on n'aura plus la possibilité, je me demande comment tous les entrepreneurs du Cameroun vont faire. Moi, je vois ça d'un bon oeil parce que c'est... C'est ça que mon papa a dit, qu'en réunissant les GICAM, il savait que on est là, on va gérer. Moi, c'est bien parce que c'est la pression qu'on va mettre. Je crois qu'à un moment, Yaoundé va devoir prendre les choses en main et se raviser. Et surtout ça, si Yaoundé néglige ça dans votre suite, c'est tant pis pour nous tous. Pour nous tous. Disait Jean-Michel Kankan. Pour nous tous. Donc c'est une très bonne chose. Si l'Union européenne peut s'ajouter à ça et tout le monde s'ajoute à ça, je crois que peut-être c'est de là qu'on aura la solution à la crise anglophone. Non, mais la réalité, c'est que... Vous voyez, moi, ce qui est intéressant quand même de signaler, je sais pas, c'est pourquoi j'aurais souhaité que dans le message que Trump envoie au Congrès américain, il cite une litanie d'actes de violation des droits de l'homme reprochés au Cameroun. J'aurais souhaité que Karine Fontaine nous lise ça parce que c'est important de voir à quelle mesure nous sommes tensés par les Américains. Alors, il faut dire que les Américains reprochent le fait que le climat politique camerounais ne soit pas... là encore, on est en train de voir que les meetings sont actuellement interdits de manière systématique. Ça ne n'ont pas l'image du Cameroun. En même temps, vous avez des gens qui ont été torturés. On a Mota qui est encore là en prison. On l'a vu avec son bras cassé. On ne sait pas comment son bras a fait pour se casser. On se pose des questions. Il y a encore des leaders de mouvements activistes anglophones qui sont encore en prison, malgré les mesures d'arrêt de poursuite du président de la République. Donc il y a beaucoup de choses. Il faut quand même qu'à un moment donné, les Camerounais se regardent en face et se disent que, mais quand même, entre nous, Camerounais, on ne peut pas se tuer comme du bétail. Je veux dire que il est important. Je veux dire qu'à un moment donné, les Américains ne sont pas un exemple de droits de l'homme dans le monde, mais au moins, lorsque nous, en tant qu'Africains, nous, en tant qu'individus, en tant que personnes conscientes, on doit se rendre compte, nous, peuple camerounais, que dans ce pays, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Il y a quand même des avancées en termes de droits civiques et politiques qui sont en train d'être foulées aux pieds. C'est une prise de conscience qu'on doit avoir. Chaque Cameroun, les Américains viennent nous dire ça, mais nous aurions dû, nous-mêmes en tant que Camerounais, en tant que personnes adultes, se rendre compte que ce qui se passe sous nos yeux n'est pas normal du tout. Bon. Et tout à fait, à votre suite, j'aimerais quand même observer que ce soit la police, la gendarmerie ou même la troisième catégorie, les militaires, on inscrit dans leur cours les droits de l'homme quand même. Donc je ne pense pas que les forces de défense et de sécurité du Cameroun peuvent être considérées comme je veux dire ça, les gens qui violent constamment les droits de l'homme. Ce n'est pas ça. Moi je pense plutôt, et je pense que le ministre Betty Assomo l'avait dit, lorsqu'il y avait eu certains écarts de comportement de la part de certains éléments, il avait parlé de la création d'une cellule psychologique. Donc, je pense que c'est de ça que les Américains parlent. Donc, des quelques éléments qui sont au sein de nos forces de défense et de sécurité qu'il arrive de commettre certaines exactions, qu'ils soient punis. Je pense que c'est ça qu'ils souhaitent avoir. Donc, on a vu des gens, une fois ici, l'ancien
porte-parole du gouvernement nous faisait observer que la femme et les enfants, ça venait du Mali et tout ça. Bon, des choses comme ça, les Américains ne les pardonnent pas. Oui, ça c'est à l'extrême nord. À l'extrême nord, où on avait vu 7 soldats camerounais qui ont tiré sans aucune autre forme de procédure sur une femme, sur des femmes et leurs enfants. Ils ont aussi un de leurs compatriotes, apparemment qui était médecin, mais qui était aussi un pasteur, qui avait été assassiné. Depuis toujours, ils demandent qu'une enquête, que cette enquête soit fermée. Ils avaient même proposé qu'ils viennent, qu'ils s'associent à la commission d'enquête du Cameroun pour voir de manière plus claire qu'est-ce qui s'est passé. Le Cameroun, comme disait Charles Hamel, s'est opposé. Il a dit non, restez, nous allons vous donner des résultats. Maintenant, par rapport à la situation globale, le REDA, International Crisis Group et autres, ils demandent, et même l'Union africaine avait demandé qu'il y ait une commission, comment vous appelez ça, de rétablissement des faits. C'est-à-dire qu'ils viennent, qu'est-ce qui se passe même à l'extrême nord, dans le nord du sud-ouest, qui commet des exactions. Le Cameroun, l'État du Cameroun a toujours refusé. Bon, face à un tel refus, en fait, il me semble tout à fait logique que les États-Unis se disent que mais ça veut dire que vous vous reprochez quelque chose. Donc, dans cette situation, et par rapport à ça, nous disons donc en attendant que le climat s'améliore, nous ne voulons pas. Et c'est comme ça qu'ils ont fait à la Chine. Comme vous disiez tout à l'heure, même la Chine leur a dit, vous-même, vous n'êtes pas exemple, vous aussi. Mais si vous nous fermez, nous avons vos bons de trésor chez nous. Donc, quand à Yaoundé, on vous dit, on peut même se passer, vous pouvez vous passer comment? Vous en passez comment? Actuellement... Non, mais à Yaoundé, on compte sur la France. Ah oui, on compte sur la France. Mais depuis 2013, c'est le Nigeria qui est le premier partenaire commercial du Cameroun en produits manufacturés. La France est où? Donc, et la France a voulu amener le chef de l'État camerounais à signer seul les APE, alors que les autres pays de la CEAC voulaient qu'il entre de bon. On va donc voir comment la France pourra maintenant nous pallier à cette difficulté-là. Mais des difficultés, il y en aura. Je lisais quelqu'un dire que ce serait une erreur stratégique de vouloir utiliser la France contre les Américains, que ça ne marchera pas, pour qui connaît les rapports qui existent entre les deux, ces deux puissances. Éprouvez bien, lorsque madame, comment on l'appelle, l'ancien ambassadeur de France qui était ici, Robinson, voilà. Lorsque madame Robinson était en fin de séjour, elle a dit, nous remercions le Cameroun qui porte la voix de la France au sein de la communauté internationale. Donc en fait, c'est la France qui nous dit, qui nous demande de faire, qui nous donne des orientations. Et c'est pour ça que la France... Mais sauf que peut-on lui faire confiance? Ah, mais si on minimise cette orientation donnée par les États-Unis, c'est tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Donc la France nous a amenés dans des micmacs, certes, pour éviter que l'Organisation des Nations Unies aille très loin. L'Union européenne aussi, peut-être encore l'Union africaine. Mais lorsqu'elle va rester, il va dire à la France, les États-Unis vont dire à la France, d'accord, vous n'avez pas pu ici, vous n'avez pas. Et la France était obligée de s'allier. Lorsque les Américains ont dit, le nucléaire iranien, là, nous n'y sommes plus. Ils ont dit non, vraiment, on peut... Les États-Unis ont dit, la France était obligée de s'aligner parce que la France aussi a peur que l'Amérique ne puisse prendre des mesures contre elle. Et la France est en crise, tout le monde le sait. Donc, c'est pas bon de toujours s'attacher à la France lorsque les données stratégiques sur le plan mondial donnent une autre orientation. En tout cas, le Cameroun, comme je l'ai dit tout à l'heure, rejoint le cercle très fermé des pays qui ont eux aussi été exclus de cette affaire. Donc, il y a des pays comme le Burundi, c'est des pays pas très fréquentables. Voilà. La Somalie, le Soudan du Sud, la Guinée équatoriale, d'autres pays, et la Centrafrique aussi. Donc, des pays où, comme vous le savez, il y a la guerre, il y a tout ce qu'il y a comme exaction. Donc, on va clairement s'inquiéter de comment le Cameroun pourrait avancer. Et il faut dire aussi aux téléspectateurs la Gambie, la France risque de nous amener dans la situation qui se passe au Mali. Nous, on n'en veut pas. Nous voulons un pays uni. La France avait, lorsque leur ami, Amadou Toumani Touré, qui ne se projetait même pas de modifier la Constitution pour un troisième mandat, il terminait bien ses 2 mandats. Il leur a dit,
les armes sont en train de venir de Libye pour... On lui a dit laisse. Mais quand on a coupé le Mali en deux, ce sont leurs médias ils se sont ouverts pour montrer. Aujourd'hui, on en est où? Donc, aujourd'hui, on veut avoir un statut particulier pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il ne faut pas que la France nous amène à acter la division de ce pays. Chalamel, oui. Allez-y. Monsieur Rifopoussi, je pense que Mbamboka a été clair sur le sujet. Il est rentré en profondeur sur le fond et sur la forme. Ce qu'on peut ajouter tout simplement, c'est de dire à Yaoundé que son mépris est plus que gênant déjà pour les Camerounais. Et s'ils savent écouter la voix des Camerounais, nous on veut un pays prospère, on veut un pays uni, de paix et on veut un pays uni. Je crois que les chantiers sur lesquels ils s'engagent depuis, en 37 ans on a vu les chantiers sur lesquels ils se sont engagés, en 37 ans on a vu là où ça nous a menés. Aujourd'hui on est obligé de vendre les biens mutilés, aujourd'hui on est obligé de se débrouiller, on a besoin d'avoir une économie prospère. Hier encore on discutait de ce papa qui disait que lui il a travaillé, il a la retraite, il ne parvient pas à prendre son argent, son fils est venu le retrouver dans la moto qui est un master, il faut aussi la moto comme le père. J'estime qu'à un moment donné, cette classe, ce groupuscule d'individus qui pensent qu'ils sont le nombril de Dieu et qui gèrent ce pays devraient savoir que le Cameroun appartient à tout le monde. D'accord. Il faudrait que tout le monde se retrouve. Alors, sur le plan strictement économique, il faut peut-être expliquer aux Camerounais que la GOA, c'était une loi promulguée par l'ancien président américain Bill Clinton en 2000, laquelle loi permettait à 1500 produits africains d'être vendus sur le sol américain sans payer de douane. Donc, il y avait cette facilitation qui était faite. Le Cameroun, désormais, ne bénéficiera plus de cette facilitation. Mais les Camerounais pourront toujours exporter aux États-Unis. Il ne faut pas qu'on dise que les Camerounais pourront toujours exporter là-bas, mais ils vont désormais payer les produits sur lesquels ils ne payaient pas la douane. Désormais, ils vont les payer. Donc, c'est ce qu'il fallait donc expliquer pour qu'on se comprenne en termes d'avantages qu'on avait avec cette AGOA là. Donc, voilà. On va poursuivre cette revue des réseaux sociaux, Karine. Oui, M. Fopoussi, dans la nuit du de mercredi 30 au jeudi 31 octobre 2019, le ministère de la Défense nous dit que des terroristes ont attaqué un hôpital dans la région du sud-ouest. Il s'agit du centre intégré de Tolé à Boya et cette exaction encore est de trop par rapport à tout ce qui a déjà été fait commis comme exaction dans ce côté-là, et cette barbarie est de trop. Et rappelle que cet incendie rejoint encore l'incendie de l'hôpital du district d'Nkumba, département de la Mémé, toujours dans la région du sud-ouest, dans la nuit du 10 au 11 février 2019, dont le lourd bilan, plusieurs malades brûlés vifs dans leur lit d'hôpital. Alors, on va dire quoi, Bourbegan? Il faut encore combien de morts pour qu'on se rende compte que la situation est... Nous n'avons même pas d'hôpital au pays. Les quelques dispensaires que nous avons, ils vont l'enfumer. Oui. C'est regrettable. Oui, c'est des dispensaires que nous avons. Parce que même dernièrement, le ministre de la Santé publique a dit que même l'hôpital de référence de Saint-Mélima doit être rénové, doit être refait. Bon, je ne connais pas les termes techniques, mais il dit que ce n'est pas encore au point. Donc nous avons nos dispensaires qui nous soignent, et même ça disparaît, ça devient regrettable. C'est pour cette raison que je réitère que la France ne nous amène pas dans un chemin où on n'arrive pas à parvenir à notre unification, à l'unification du pays. C'est la France qui nous a amenés là où on est. Donc quand on apporte des partenaires, il fallait au moins qu'elle appuie l'Union européenne où elle fait partie pour résoudre ce problème dans le nord-ouest et le sud-ouest. Malheureusement. Oui, absolument. Alors, Chalamel, sur ce drame, on va dire c'est un vrai drame, hein, clairement. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on sortait du grand dialogue national, on savait que un temps soit peu, la paix allait revenir dans une partie du nord-ouest et dans une partie du sud-ouest. Avec les satisfecits qu'on avait reçus de tout le monde, qu'on voyait sur les visages, la joie et tout, on savait. Mais rendu au jour d'aujourd'hui, les bureaux ne sont toujours pas ouverts. L'école n'a toujours pas démarré comme cela se devait, sauf dans des zones sérieusement. Mais là, on a Boya, militarisées. Je dis véritablement militarisées. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, je parle des deux régions. Je veux dire, là au moins, pour le cas de Boya, on a Boya qui est
on va dire, une zone qui est sensiblement couverte, quand même. Monsieur Rifopousi, couverte d'après ce qu'on dit, monsieur Rifopousi. Les gens rejoignent les lockdowns. Les pétaradades sont un nocturne commandé. Je lis des gens faire des commentaires et dire que ça a un lien avec Feu Patrick Ekeba. Vous pensez qu'il y a un lien là-dessus? Monsieur Eric Fopoussi. Qui a un verrou qui a été Monsieur Eric Fopoussi, il y a trop de groupuscules qui se sont créés, des groupuscules, je ne sais pas si on va dire pro ou on va dire sécessionnistes, je ne sais plus. Ils sont nombreux déjà qui se sont créés, parmi lesquels l'association des bandits même, qui se sont déjà créés à l'intérieur. Est-ce qu'on a pris la peine de les identifier? Vous voyez, on se retrouve embrigadé dans cette histoire où aujourd'hui, regardez même sur la toile, hein, on ne parvient plus à savoir qui a fait quoi, qui est qui. On est perdu. Entre eux-mêmes, désormais, ils sont perdus. Chacun dit, mais ce n'est pas moi qui a fait tel, ce n'est pas moi. Vous voyez quelqu'un qui émerge, donc c'est notre groupe, c'est nous qui revendiquons. Vous voyez que ça devient complexe, c'est encore plus complexé. Quelle est la main de ces individus qui sont derrière autant de choses? Est-ce que ça a un lien avec le décès? Non, que ne sera pas lié, qu'on brûle des gens, M. Eric Fopoussi, qu'on brûle des gens vifs, qu'on brûle tout un hôpital. Il dit que les gens sont en train de dire qu'à l'époque où le maire vivait, on ne peut pas imaginer une telle situation à Boya. C'est ce que les gens expliquent. Justement. Non, on a eu des enlèvements des étudiants, M. Eric Fopoussi, le maire vivait. Il y a eu plein d'actions qui se sont passées de ce côté, des tirs nourris en plein Boya. Le maire vivait. On va pas dire qu'il ne faut pas aujourd'hui qu'on dise que... Oui, il y a aussi un peu de récupération. Oui, il y a des récupérations. On ne va pas dire qu'il y a plein d'actions qui se sont passées. On sait qu'il s'était limité à son affaire de sceller les boutiques et tout. Le voir se balader dans les rues, ça, on le savait. Donc, j'estime que c'est un peu grave, M. Eric Fopoussi. C'est pas un peu, c'est très grave. C'est grave qu'il y ait des malades qui sont déjà, ils sont couchés, très malades, ils ne parviennent pas à faire le moindre mouvement, qu'on vienne encore incendier l'hôpital. C'est combien de familles qu'on va mettre, quelle peut être cette main, quelle peut être cette main. Quand vous parcourez la toile, il y a des gens qui disent que c'est des gens, c'est des groupes qui sont avec un X qui est dans le gouvernement. Lorsque vous parcourez la même toile, vous voyez, on dit que c'est un Y. Vous voyez des gens qui font des sorties, tous ces gens qu'on dit être des leaders, qui disent ne pas se reconnaître dedans. Finalement, il y a un embrouille, il y a une confusion qui est créée à l'intérieur de cela, mais c'est les populations qui en pâtissent. Au final, c'est les populations qui en pâtissent. Voilà, Dominique Audrey, quel est votre commentaire par rapport à cet autre drame? Oui, moi j'ai pas grand chose à dire, juste que moi je reste sur ma position. Les enfants doivent aller à l'école, on doit permettre aux gens de se soigner. Oui, même si vous faites votre guerre, ne tuez pas les gens qui sont déjà aux portes de la mort. Permettez que les enfants aillent à l'école. Campez sur vos positions, que ce soit de l'un côté ou de l'autre, mais vraiment, faites-le avec un peu de raison. Raisonnez un peu dans vos revendications, c'est tout. On ne peut pas brûler un hôpital alors que toutes ces personnes, d'un camp comme dans l'autre, vous êtes susceptibles d'aller vous faire soigner là-bas. Ce n'est pas raisonnable de faire ce genre de choses. Donc maintenant, moi, je ne sais pas qui est responsable de ça. Donc maintenant, c'est pour ça que je m'adresse aux différents camps. Ne brûlez plus les hôpitaux et permettez que les gens vont à leur... Eux-mêmes reçoivent des balles, eux-mêmes reçoivent des blessures, eux-mêmes ont droit à respecter au moins les conventions. Oui. Les conventions. Pas d'hôpitaux, pas l'église, pas les écoles. Alors, il me semble qu'à Kumba, il y avait eu la même chose, mais... en février? Oui. Ce qui est quand même intéressant, c'est que cette fois-ci, vous avez le sentiment que ça n'émeut pas beaucoup, peut-être parce que l'actualité est couverte par Bafoussam, c'est ça? Oui, c'est ça. Monsieur Fopoussi, lorsque le métabolisme... Fini et puis vous allez prendre la parole. Oui, allez-y. Oui, on est plus focalisé sur Bafoussam. Les informations... On a plus l'attention là-bas. Jusqu'ici, par rapport à Tolé, moi j'ai juste lu un communiqué, je ne sais plus trop qui a signé la note, mais je vous promets que cette note elle est violente, les mots sont, les insultes à tout va, donc forcément, ça n'a pas été vraiment médiatisé. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on est plus concentré de l'autre côté. C'est pour ça qu'on n'a pas évalué encore le nombre de morts dans ce centre de santé-là. Donc on ne sait pas si on ne sait véritablement pas. Voilà. Si je disais, lorsque tout le métabolisme de votre corps s'est désagrégé, c'est-à-dire qu'un simple palu ici, à un moment donné, vous voyez un malade souffrir, il ne peut même plus pleurer. C'est-à-dire, ça ne vient plus, tellement les pieds font mal, la tête fait mal. Donc, le corps commence même à avoir, la peau commence à quitter ici. C'est la situation dans laquelle le Cameroun est un grand malade.
la tête, vous avez les furoncles qui sortent par-ci et ça, et tout de suite. Donc c'est ça le problème. Donc, au point où ça ne meut plus terriblement, et c'est là où le danger, c'est là où on risque de finir malheureusement. D'accord. On va lire quelques messages avec vous juste après cette revue des réseaux sociaux, Karine. Rapidement, on y va avec vous maintenant. Je suis pour cette sanction par les États-Unis. Nous sommes dans un pays où l'abus de pouvoir est devenu un métier pour certains. On n'est même pas libre de voyager, faire son petit commerce pour gagner son pain quotidien, d'où on n'est même plus en sécurité. Tout cela à cause des hommes ont tenu alors que ceux-ci sont censés garantir notre sécurité. Ça, c'est Junior Vogo depuis l'université de Tchad. Certains hommes ont tenu. L'armée, on a une armée républicaine. Bon, c'est pas seulement l'armée, il y a aussi la police, il y a les gendarmeries. Oui, mais en fait, nous avons... Vous pouvez pas... Non, il peut dire certains, il y en a certains. Mais vous savez, les Américains n'ont pas dit certains, ils ont dit le Cameroun. Maintenant, il y a les autorités qui sont chargées de régler ça. Je rappelle que tout récemment, les avocats ont fait le mouvement de colère, toujours en dénonçant ces violations-là dont ils sont victimes. Ça n'a ému personne. On ne sait même plus où on en est. Le ministère de la Justice, depuis 2015, il parle lui-même des détentions arbitraires dans les réunions traditionnelles qui favaient les chefs de cour. Donc, puisque lui-même reconnaît qu'il y a des détentions arbitraires. Allez-y, Karine. Elle ne vole pas, elle n'a rien à faire avec lui. Le jeu est mauvais, c'est vrai, mais le nous, c'est quand il y a l'amour. Mais lui n'a pas d'amour pour elle. Pour finir, elle est une bonne femme. C'est un téléspectateur qui nous écrit depuis PK12. Les billets de banque en circulation ces derniers temps sont les plus mauvais depuis l'indépendance. Ça, c'est ça, doigt. Un autre message à l'instant, il est très très charcuté, on va pas pouvoir le lire. Alors, cette fille ne réfléchit pas parce qu'elle ne devait pas dire son problème à la télé, parce que ça c'est le vol qu'elle fait. Et si le propriétaire de la boutique regarde l'émission, ça veut dire qu'elle est foutue, parce qu'un commerçant peut vite comprendre le sujet de son employé, même si vous parlez en parabole. Elle est intelligente. Voilà. On peut avoir une femme presque parfaite et toujours aller dehors. L'homme est juste égoïste. Un autre message. N'oubliez pas aussi les agents de police et de gendarmerie corrompus qui le font lorsqu'ils sont au contrôle. Ça, c'est Mohamed de Ting. Qui change les billets apparemment. Alors, c'est la conséquence. Qui refuse les billets, pas qui change les billets, qui refuse. Non, il change. C'est la conséquence. Moi, j'étais allé aider dernièrement, mon chauffeur avait 10 000. Il a dit, je vais changer au poste de contrôle. Mais c'était pas un bien mutilé, en fait. Et lui, il a peut-être convaincu. Il a dit, il fait la monnaie. D'accord. C'est la conséquence de la mauvaise éducation monétaire et le développement de l'escroquerie, d'où la force de l'expérience. Ok, merci. On va, madame, monsieur, prendre tout de suite interpellation. On regarde l'élément et ensuite commentaire sur le plateau. S'il faut le progrès dans un pays qui faut le progrès, on ne doit pas lever les taxes douanières. Au contraire, on va voir ça à la baisse. On va faire entrer au pays les opérateurs économiques, ce que nous ne faisons pas dans ce pays. Or, au contraire, quand un Camerounais va à l'étranger, il se bat pour venir créer les emplois aux jeunes, on le tue avec les taxes douanières, ce qui n'est pas déjà bien. Ce qui n'est pas bien. Or, l'emploi, le gouvernement est incapable de créer les emplois pour les jeunes. Nous voulons quel développement dans un pays? On veut quel développement? Nous ne voulons pas le développement. Si franchement il fallait le développement comme vous demandez, nous n'aurons jamais ce développement si on ne peut pas déjà créer des emplois. Les sociétés que le président a trouvées en place, il a tout fermé. Il a créé les motos. Les motos doivent donner quoi à qui? Ça peut faire quoi? Ça peut te soigner si tu tombes malade. Et nous voulons le développement. On n'aura jamais ce développement. En conclusion, je souhaite encore que le système en place commence par les taxes douanières à baisser. Il fait entrer les opérateurs économiques au pays. Et il crée lui-même ses propres emplois. Alors,
Il y a beaucoup de choses, c'est de l'économie, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il faut expliquer ça de manière méthodique. C'est vrai que ce qu'il propose part d'une bonne intention, mais il faut peut-être faire des précisions par rapport à ce que l'augmentation des droits d'assises de la douane a comme conséquence pour l'économie du pays, et peut-être aussi lui expliquer que voilà, un pays doit favoriser sa production locale en augmentant son droit d'assises. Et il a raison parce que justement, le Cameroun, en augmentant les droits de douane, justement, ne s'est pas assuré de promouvoir une production locale. Vous voyez, donc c'est ça. Ce qui fait que on a envie de lui dire qu'il a raison. Et il lui dit aussi que bon, côté, il n'a pas raison. Bon, Pékin, allez-y, je vous en prie. Moi, je lui donne raison sur toute la ligne. Oui. Parce que pourquoi le gouvernement n'a pas pensé à ce que vous dites? Voilà. Non, parce qu'il dit qu'il faut baisser la douane. Bon, maintenant, après... Non, parce que je ne comprends pas. Oui. Lui, il parlait de baisser la douane pour ces Camerounais qui veulent venir investir. Les importateurs, il parle des importateurs. Non, qui veulent venir investir. Il y en a. C'est vous-même qui nous avez parlé ici de mapartisme. Donc vous avez des Camerounais qui sont des ingénieurs en Allemagne. Qui veulent venir investir ici. Investir, mais pour investir, il faut qu'ils importent des choses, non? Voilà. Et pourquoi voilà, à ceux-là, on doit favoriser, on doit baisser les prix. Voilà. Or, dans la globalité, on a amené le Cameroun à baisser jusqu'à faire disparaître les droits de douane. C'est ça qui n'est pas bien. Donc, la douane protège l'espace économique du Cameroun, de chaque pays. Et nous, la douane nous sert donc à quoi? Si le Camerounais qui est à des partenaires veut venir investir, on lève les prix, vous ne pouvez plus. Alors, ce qui se passe, c'est que il faut qu'on aille méthodiquement. Le Cameroun a signé des accords avec les accords APE, avec l'Union européenne sur l'abattement des droits de douane sur certains produits qui entrent au Cameroun en ce qui concerne l'Union européenne. Et vous savez que ça a créé le tollé que ça a créé. En même temps aussi, pour les finances 2019, le Cameroun a augmenté les droits de douane sur certains produits. Nous sommes montés au créneau pour nous insurger contre cela. Au final, c'est quoi la réalité de ce qu'il faut retenir? Pour comprendre, je vous ramène au 15 février 1995. Le ministre des Finances de l'époque, Justin Dioropé, à son âme, dit qu'il va confier une partie de la gestion de la douane à la société suisse, EGS. La EGS. Voilà, pour justement développer ce que vous dites. Rendre la douane plus performante, la rendre modernisée et continuer à mieux protéger l'espace économique du pays. Mais aujourd'hui, en 2019, on en est où? Parce que j'ai le sentiment que j'ai le sentiment que celui qui a réagi là n'a pas réagi vraiment en termes du niveau de nos montants de douane. Je pense qu'il agit par rapport aux fonctionnaires véreux qui sont douaniers et qui mettent les bâtons dans les roues. Je pense qu'il a une connaissance qui est partie, qui voulait venir investir ici, mais donc les taux qu'on lui a administrés à la douane lui ont empêché d'investir. D'accord. Et moi, j'ai comme ça une bonne kyrielle de Camerounais. Je parle de l'Allemagne, de tout. Il y en a même qui voulaient prendre le site de la Selucam. Il y en a qui voulaient faire la Suga Valley à l'est. Il y en a beaucoup. Donc ça, ce n'était pas seulement des fonctionnaires véreux, mais c'était ici. Ça veut dire que le gouvernement, dans les pays sérieux, même les États-Unis qui nous prennent aujourd'hui, lorsque vous voulez investir, monsieur Foposi, il faudrait qu'on s'assure que votre partenaire allemand ou suisse ou chinois que vous avez, voilà, on vous accompagne. À la limite, même, on va vous mettre au prochain voyage officiel du chef de l'État. Même si vous ne voulez, on dit non, on va aller avec vous. Je rappelle que pour ce qui concerne les médias camerounais ont toujours fait cette demande-là au gouvernement de ce que on pourrait leur permettre évidemment de baisser les droits de douane sur le matériel qu'ils importent de l'étranger, audiovisuel qu'ils importent de l'étranger pour soutenir au moins justement ces médias, les médias. Donc c'est ce que vous dites justement est d'actualité par rapport aux médias. Permettez-moi aussi de faire un petit rabattement sur le milieu audiovisuel. Les médias camerounais devaient avoir leur propre imprimerie, c'est-à-dire qu'il y a des appartements terribles. Que ceux qui sont dans la presse écrite, notamment, devraient pouvoir avoir des papiers, des machines qui permettent aux journaux d'imprimer. La Côte d'Ivoire l'a fait. Au point où vous avez en Côte d'Ivoire presque les journaux sont en quadrille.
leurs quotidiens sont en quadrille. Vous ne pouvez pas faire des quadrilles au Cameroun. Avec nos quotidiens ne peuvent pas. Très bien. D'accord. On va surtout dire que ça montre que les Camerounais sont vraiment résilients par rapport à tout ce qu'il a décrit et comment on réussit encore à tenir debout alors que les Camerounais meurent comme du bétail. Hein, il faut clairement le dire. Alors Karine, on va lire quelques messages avec vous pour sortir. Oui, le gouvernement de notre pays a encouragé nos opérateurs, chers gouvernants de notre pays, encouragé nos opérateurs économiques de ce pays à créer des richesses pour faire employer la jeunesse camerounaise et qui manque de l'emploi. Les assassins plutôt. Alors, il faut que les victimes de guerre, de famine, bref, tous ceux qui reçoivent les dons du chef de l'État remercient les Camerounais et non le chef de l'État, car cet argent est celui du contribuable. Bien sûr, c'est clair. Je lis d'ailleurs un message qui est abondamment partagé auprès des Camerounais, qui veut que lorsqu'un politicien vous donne l'argent qu'il est censé retirer des caisses de l'État pour que vous aider, vous n'avez pas à le remercier parce qu'il a fait que son travail en réalité. Alors sur la question de l'économie et la création des richesses, je rappelle également que le Cameroun malheureusement n'a pas fait le choix de s'investir dans le secondaire. On est trop dans le tertiaire, dans les services. J'apprenais encore ce matin que les pays comme l'Éthiopie et le Kenya vendent justement du matériel détaché de voitures aux Américains. Je me suis dit mais ça c'est terrible. La firme Boeing, aujourd'hui si un Africain veut se former à Boeing, on vous envoie en Éthiopie. D'accord, vous voyez, malheureusement. Oui, je vous dis, on vous envoie en Éthiopie, ils ont déjà la certification. D'accord, je rappelle que hier, on s'est vanté de recevoir les gens de Airbus. Apparemment, on veut commander pour Camerco un Airbus 200. Bon, vous savez, le Cameroun est comme ça, il faut rester totalement vigilant. On va s'arrêter là pour ce matin, madame, monsieur. Restez avec nous. Sur Equinox, nos programmes vont s'enchaîner au cours de la journée. On va se retrouver lundi prochain, 10h. Comme vous le savez, que Dieu bénisse le Cameroun.